Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Laurent Wronski. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous savez que vos fans vous réclamaient sur Twitter, me demandaient mais où est passé Laurent Wronski? Le voilà, directeur général. Il n'a pas fondu, il est toujours là, directeur général d'Hervor. Face à vous, Eudox Denis. Bonjour Eudox, vice-président du think tank Propriété et Liberté. Et Erwan Tison. Bonjour Erwan. Bonjour Raphaël. Directeur des études de l'Institut de l'entreprise et, je le disais, l'un des auteurs de cette note qui veut contrer la taxe Zuckman. On en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, l'actualité du jour ce matin, c'est ce rapport de la Cour des comptes. Alors, c'est pas super original, la Cour des comptes qui tire la sonnette d'alarme, comme d'habitude. Mais enfin là, on est sur un niveau d'alerte rouge cramoisi sur la dette. La France menacée d'étouffement. Voilà, c'est aussi simple que ça. La charge de la dette, ça va être 77 milliards d'euros cette année. Il faut avoir quand même cette idée en tête. C'est le premier budget et de loin de l'État. Et la facture pourrait arriver et dépasser les 100 milliards dès 2029. Voilà pour la big picture. Allez, Erwan, je commence avec vous. Est-ce qu'on peut dire que nos finances publiques sont hors de contrôle aujourd'hui ? Oui. Poser la question, c'est y répondre. Oui, mais il y a l'impression d'être dans le jour de la marmotte à chaque rapport de la Cour des comptes, parce que chaque fois on a des alertes, et puis on va voir un ou deux politiques qui va dire et on regarde ailleurs. Ça va changer, et puis après il y aura une nouvelle polémique, ou il y aura une nouvelle dépense à assurer. Donc en fait, le problème c'est qu'il y a, on en parlera plus après, mais il y a un problème aujourd'hui de responsabilisation, de responsabilité, et on connaît, on sait exactement tout ce qu'il faut faire. Vous reprenez depuis 60 ans tous les rapports publics qui ont été faits par des économistes, par des ingénieurs, par des inspecteurs des finances. Comment maîtriser la dépense publique, on le sait. Vous lisez, par exemple, FIPECO, vous avez un programme présidentiel pour 5 ans en l'espace de 2 heures. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à transformer la théorie en pratique. Et ça, malheureusement, on ne le fait pas parce qu'il y a un problème tout simplement de décision. Il y a un problème aussi de temporalité. On est dans la dictature du court terme et dans la dictature de l'instant. Et on n'a pas envie de faire une réforme qui serait, on va dire, désagréable à instant T, mais dont les dividendes seraient récupérés. C'est donc un manque de courage politique. C'est un manque de vous nous dites, oui, tout à fait. C'est un manque de courage politique, c'est un manque et surtout c'est un manque. J'ai pas envie de prendre la décision pour les autres. Et donc du coup, je vais tout externaliser. Par exemple, sur les finances publiques, on a eu le gouvernement qui a missionné 4 économistes extrêmement brillants, des plus brillants de ce pays, pour justement leur dire ce qu'il faut faire. Pourquoi ? Le but, c'est pas d'avoir un énième diagnostic. Le but, c'est de pouvoir s'appuyer sur une force de rappel extérieure à l'environnement politique, en se disant c'est pas nous qui le disons, c'est des gens qui sont plus brillants que nous, donc on va les écouter. Pardon, mais Erwan, j'ai eu l'impression de l'entendre 1000 fois à Bercy sous Bruno Le Maire. C'était on va le mettre entre les mains des parlementaires, des députés dès le début de l'année, parce que si c'est le ministre qui parle, on se prend tout le monde dans la figure. L'Assemblée n'a rien fait. Là, c'est alors on va voir si les économistes, si c'est à eux de porter. Est-ce que c'est pas le rôle du politique, mais de porter la charge de l'action publique ? Si, mais le problème, c'est que personne aujourd'hui veut l'assumer, parce que tout le monde pense à la prochaine élection, parce qu'il y a la dictature des sondages, parce qu'on est enfermé aussi dans un environnement où tout est politique, tout le débat est politique, mais politique avec un petit P. On parle de politique politicienne. Je vais pas me faire des amis, mais par exemple, quand vous regardez sur beaucoup de vos confrères, les ondes sont saturées par des débats qui sont politiciens. La petite phrase de machin qui rallie machin. Et donc, du coup, on ne fait plus de politique avec un grand P. On ne parle plus du temps long. Et donc, mécaniquement, quand l'élu qui est en face de ça, toute offre créant sa propre demande, il voit qu'en fait, la discussion, les ondes sont saturées par de la petite politique politicienne, et il n'a pas envie de faire de la grande politique. Et donc, du coup, vous mettez ça face à la sanction des urnes. Et donc, du coup, vous avez une déresponsabilisation totale de l'élu qui est là juste pour avancer des éléments de langage, faire un petit peu de popole, comme on dit dans le milieu, et puis se délester un petit peu de l'avenir du pays en se disant, soit il y a des forces de rappel qui seront extérieures, et ça me choque, parce qu'il y a de plus en plus de parlementaires qui vous le disent en demi-off, qui vous disent, de toute façon, ça serait pas mal qu'on ait un incident de crédit avant la présidentielle, parce que ça nous permettrait de ne pas avoir à faire les ajustements budgétaires. Ouais. Et donc, du coup, on arriverait avec des comptes qui soient totalement assainis en mai 2027, quel que soit le parti, tous vous le disent à demi-mot. Et donc, du coup, quelque part, je veux absolument le pouvoir, mais je veux surtout pas la responsabilité qui va avec. Bon, Erwan Tison nous dit, Eudox Denis, qu'on sait ce qu'il faut faire, on connaît les solutions. La Cour des comptes dit quand même que les ajustements ne peuvent plus être différés, mais où est-ce qu'il faut agir ? C'est quoi ? C'est les retraites, c'est la santé, c'est les collectivités locales, c'est où est-ce qu'il faut aller d'abord en priorité ? Moi, ce qui me frappe dans le rapport de la Cour des comptes, c'est que on peut le mettre en regard du rapport Pébroux. On a fêté les 20 ans du rapport Pébroux l'année dernière, et en fait, tout est déjà écrit. La grande différence entre les deux, c'est que le rapport Pébroux, il donnait
il esquissait ce que pouvait être un récit mobilisateur autour de la consolidation budgétaire. Le rapport Pébot, juste pour rappeler, il alertait sur les 1000 milliards de dettes. On était à 1100 milliards. On a mis 40 ans après-guerre pour faire 1000 milliards de dettes. On a mis 10 ans ensuite pour faire 2000. Là, dans 3 ans, on sera à 4000. Voilà juste le rythme d'accélération de la dette. Donc effectivement, le scénario, il est connu depuis un moment. On sait que c'est dans la dépense sociale aujourd'hui que situe le plus gros gisement d'économie et notamment au niveau des retraites. On en a déjà parlé plusieurs fois ici. Et donc effectivement, la question aujourd'hui, elle est politique. Le problème, c'est qu'en France, quand on regarde les précédentes élections présidentielles, on a eu à chaque fois un débat qui a été confisqué sur ce sujet. En 2017, ça aurait dû être l'occasion d'un grand débat sur les finances publiques, compte tenu des conditions... François Fillon avait quand même un programme assez dur de rétablissement des comptes publics. Exactement, mais le débat a été confisqué compte tenu des conditions de la campagne qu'on connaît. Il n'y a pas eu de débat véritable en 2022 sur le sujet, alors qu'on sortait des dépenses du Covid. Et aujourd'hui, on ne voit pas s'esquisser un véritable discours de ce côté-là. Vous pensez qu'on n'aura pas ce débat pendant la présidentielle? On voit bien que le débat aujourd'hui, on verra tout à l'heure, mais le débat, il se focalise plutôt sur la question des hausses de recettes, alors que l'enjeu, il se situe du côté de la dépense. 44 milliards, je crois, de hausse d'impôts cette année, nous dit la Cour des comptes. 15 milliards d'impôts nouveaux. Laurent Vronsky, c'est l'équivalent du choc fiscal, c'est François Hollande en 2012-2013. On était à peu près passé. Et des Fillon 2011 d'ailleurs aussi, on était 10-15 milliards d'augmentation d'impôts chaque année. Ça finit sur un ras-bol fiscal. C'est exactement ce qui est en train de se passer là. Mais par rapport à la question que vous posez, comment et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, je ne veux pas faire une leçon de choses à l'antenne, mais quand vous êtes à un poste à responsabilité, quel qu'il soit, que ce soit un gouvernement ou une entreprise, je pense bien humblement que la première décision que vous devez prendre, c'est ce que vous préférez, penser le changement ou changer le pansement. Et je pense que la classe politique, qui sont des gens que nous payons, il ne faut pas l'oublier, à qui nous déléguons un pouvoir, n'a pas pensé le changement. Ouais. Elle a changé le pansement. On le voit sur systématiquement. le sujet climatique. Maintenant, si vous voulez, on a aussi les politiques qu'on mérite. C'est-à-dire que vous avez des débats et vous avez des questions qui ont été posées depuis très longtemps et qui sont interdites dans le débat public. Je vais prendre un exemple que je connais bien, et je pense que les managers qui m'écoutent le connaissent bien, c'est ce qu'on appelle pudiquement la fraude sociale. Oui. Okay, c'est-à-dire qu'on semble découvrir que tout d'un coup, les virus attaquent le vendredi et le lundi, et qu'on a une recrudescence des arrêts maladie, qui coûte une fortune. Est-ce que vous constatez dans votre entreprise ? Tout le monde le constate. Bon. Ce débat a été porté à l'opinion il y a déjà 10, 15, 20 ans. La réponse, c'est un peu ce que vous disiez, ça c'est le problème des patrons. Okay, il ne faut pas stigmatiser les malades. Alors on a dit oui, mais il y a aussi un problème avec les chômeurs qui chôment. On dit, il ne faut pas stigmatiser les chômeurs. Bon, donc toutes ces questions qui sont des questions difficiles, en tant que dirigeant d'entreprise, c'est plus facile pour moi de rentrer chez moi et de dire à tout le monde, je vous augmente tous de 10%, que de dire on va geler les salaires et réduire l'effectif de décisions difficiles. Donc, ce que ces messieurs soulignent, et je pense que malheureusement les auditeurs le savent très bien, c'est que ne croyez pas un instant, mesdames et messieurs, que la raison pour laquelle nous en sommes là, c'est parce que le problème était d'une telle complexité que personne n'avait trouvé la solution. Les solutions existent, sont l'objet de multiples rapports, de commissions, de tout ce que vous voulez, mais à la fin de la journée, vous l'avez dit, Raphaël, c'est purement une question de courage. Et ce qui est salutaire pour la nation ne va pas s'en blâmer dans l'opinion. Et là, aujourd'hui, si on regarde un petit peu l'histoire française, ce que moi je redoute en tant que citoyen, les grands changements de notre pays interviennent souvent dans le sang et les larmes. Et donc j'espère que cette fois-ci, on ne va pas s'orienter vers une solution qui peut être violente, qui peut être catastrophique, parce que là, évidemment, quand vous commencez à ouvrir la boîte de Pandore, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Mais ces questions-là sont connues, sont reconnues, et j'en terminerai avec une chose. Écoutez, je me souviens d'un débat sur ce plateau qui était lunaire. C'était au moment des taux d'intérêt négatifs. Et donc, j'expliquais que c'était une anomalie économique. En face de moi, j'avais un contradicteur dont je tairai le nom, qui m'expliquait qu'absolument pas, que c'était normal,
Ok, je disais, Ouais. mais non seulement On c'est gagnait de une l'argent à situation s'endetter à l'époque. normale, mais quand on voit la dette de la France, Ouais. un jour ou l'autre, Pousse on au va crime. de nouveau voir que le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts, vont faire partie des 3 premiers postes budgétaires. Ouais. Et là, en clair, si vous voulez, j'ai eu une espèce de réaction très condescendante. Bon. Eh ben, on en est là aujourd'hui. Ah Donc, oui. la question Numéro que vous un. posez, c'est pourquoi manque de courage. Qu'est-ce qui va se passer écoutez, j'espère que cette fois-ci, on aura des gens courageux qui vont prendre le taureau par les cornes. Il va y avoir des décisions difficiles. Et si ces décisions ne sont pas prises, eh bien, je pense que là, on peut s'orienter vers un chaos technique. Est-ce qu'on peut rétablir les comptes publics sans hausse d'impôts à One Tison? On va parler fiscalité tout à l'heure, on va parler de la taxe Zuckman avec vous. Mais on voit que depuis 2 ans, c'est le retour des hausses d'impôts, que petite correction du déficit, on est toujours à plus de 5%, je le rappelle, ne se fait que par des hausses de fiscalité. Est-ce qu'on pourrait y échapper dans les prochaines années? On devrait, normalement, en théorie, mais je pense que malheureusement, on ne pourra pas, parce que l'effort budgétaire est tel, on parle quand même de 80 milliards d'euros d'ajustements à réaliser. Au bas mot. Au bas mot. Et ça, c'est qu'éthéris paribus, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement où la croissance, la productivité reviendrait à des niveaux qui seraient relativement sains. Si en fait on se rend compte qu'on a une activité qui reste atone, et c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, parce que pourquoi l'activité reste atone? Parce que tout simplement, on l'a dit, on a surfiscalisé la plupart de nos entreprises. On a aujourd'hui, ça semble déjà acté de la part de Bercy, la reconduction par exemple de la surtaxe d'IS, Oui. Qui était temporaire et qui finalement va rentrer dans sa troisième année consécutive et qui passera dans le droit commun fiscal prochainement. Le problème, c'est que ces 6 milliards-là, on peut se dire, c'est pas beaucoup 6 milliards pour des grandes entreprises, effectivement, quand on regarde leurs comptes. Mais ces entreprises-là réalisent 50% de notre export. Or, aujourd'hui, quand vous n'avez pas de croissance sur votre marché domestique, la seule façon, justement, d'aller chercher de la croissance partagée pour tout le monde, c'est sur les marchés étrangers, qui, eux, justement, sont en croissance. Et quand, mécaniquement, vous dites, on va augmenter de 6 milliards votre pression fiscale, qui, en plus, ça repose à peu près sur 250-300 entreprises. La plupart de ces entreprises-là, elles sont pas plus bêtes que les autres. Elles se disent, mais attendez, moi j'ai des activités dans d'autres pays qui sont moins chers, qui sont tout aussi bons. Les ingénieurs indiens, les ingénieurs pakistanais, et même maintenant les ingénieurs ghanéens sont tout aussi bons que les ingénieurs français. Et en plus de ça, avec des infrastructures, en dehors de la France, quand vous passez les frontières, c'est pas le tiers-monde. Vous avez quand même des infrastructures. La plupart des pays ne s'arrêtent pas, les TER de la plupart des pays ne s'arrêtent pas quand il fait 38 degrés. Et donc du coup, la plupart de ces bords-là se disent, qui sont un petit peu en plus transnationaux, se disent, mais pourquoi est-ce que je continuerai aujourd'hui à investir en France? C'est l'alerte qu'avait fait le PDG de Michelin. Il avait dit, attention, si jamais vous augmentez encore plus le coût du travail, je vais devoir supprimer les emplois. Les députés l'ont pas écouté, ils ont augmenté de 6 milliards la surtaxe d'IS. Qu'est-ce qu'a fait Michelin? Même 7 milliards et demi, je crois. Ils ont tout simplement supprimé 1200 postes. Aujourd'hui, ça tient à quoi le fait d'avoir encore des grandes entreprises? Et je les vois au quotidien, moi je trouve absolument incroyable le dévouement qu'ils ont. Je dis pas ça par flagornerie, mais parce qu'on a aujourd'hui des entrepreneurs de manière globale qui tiennent le pays. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas cette fibre patriotique de la plupart de ces chefs d'entreprise-là, on n'a plus ces grands patrons en France. Parce que quand vous avez certaines entreprises, par exemple d'hydrocarbures, qui se font, mais on est au-delà de la drague de la part des États-Unis, par exemple, pour récupérer une entreprise comme Total. Quand on a des fleurons technologiques qui sont absolument dragués par des chefs d'État en direct, par exemple, au téléphone, de petits États, on va dire de plus petits États que la France, mais c'est difficile aujourd'hui de résister à ces sirènes-là quand on vous promet absolument de corriger toutes les turpitudes du modèle français. Pour le patriotisme chevillé au corps. Mais c'est tout ce qui tient aujourd'hui. Donc la question, c'est, pour vous répondre, malheureusement, on va devoir faire des hausses d'impôts parce que les hausses de dépenses ne suffiront pas. La question, les économies. Les économies ne suffiront pas. La question, c'est quel sera l'effet tout simplement sur l'activité et surtout sur ce tissu économique. Et moi, ça me fait peur un peu sur la croissance potentielle des prochaines années. Eh oui. Eudox, est-ce que la France peut retrouver le contrôle sans passer par une crise? Le constat qu'on fait tous ensemble, c'est que le track record de nos politiques fait que s'il n'y a pas un coup de bâton, rien ne se passe en réalité. Historiquement, on est toujours passé par des crises pour réformer. Moi, je rebondis sur les propos d'Erwan. Effectivement, quand on regarde aujourd'hui le niveau de la dépense publique, dans la dépense sociale qui nous place au premier rang en Europe, et le fait aussi qu'on est aussi le champion des prélèvements obligatoires, on devrait normalement envisager une consolidation qui se fasse sur la base d'économies budgétaires. Le problème, c'est que les années précédentes parlent contre ça. Quand on regarde, la France est le seul pays d'Europe qui ne s'est pas désendetté depuis le Covid, ce que dit la Cour des comptes, et les mesures ont été essentiellement des mesures de recettes. Oui, il donne les exemples de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, qui ont tous fait des efforts. La leçon, en fait, des concessions budgétaires qui ont été menées par le passé, ce qu'elle montre, c'est que plus vous repoussez en fait l'effort de consolidation,
plus vous êtes acculé à prendre des mesures d'urgence. Et en fait, malheureusement, ce qui génère des résultats immédiats, ce sont les hausses d'impôts. J'entends des mesures, des résultats fiscaux, enfin des résultats en termes de hausse de recettes. Après, il y a des conséquences économiques. Mais le problème des économies budgétaires, c'est qu'elles nécessitent un certain nombre d'années avant de donner des résultats. Et donc, le risque qu'on a en France, c'est qu'à force de repousser l'effort, on va être obligé, on va se retrouver effectivement comme la situation de 2012, avec des hausses d'impôts qui vont être mises en place et qui vont toucher... Ça risque d'être brutal. Qui vont toucher tout le monde. C'est-à-dire que ne pas croire que c'est en taxant les riches qu'on va réussir à atteindre l'objectif effectivement des 80, voire plus de 100 milliards d'économies à réaliser. La rigueur, on l'a choisie, l'austérité, on nous l'impose. Il vaut mieux rester maître de son destin. Laurent, je voulais qu'on passe il nous reste 10 minutes là avant la coupure pub, mais au sujet suivant, la France est-elle dans le déni ? Moi, ça m'a marqué cette semaine. On a commencé le début de semaine en se rendant compte qu'il y avait zéro clim dans les établissements scolaires, zéro clim dans nos hôpitaux publics. Ça fait un quart de siècle qu'on attend le réchauffement climatique, on est en plein dedans. 2003, 15 000 morts lors de la canicule, on ne s'est absolument pas adapté. Déni climatique. Mardi, c'est ce rapport du Haut Conseil pour la protection, pour le financement de la protection sociale qui vous explique que non, le problème de pouvoir d'achat en France et l'écart entre le brut et le net, c'est pas le sujet des cotisations. Non, les retraites ne pèsent pas plus lourd. On paye exactement pareil depuis 30 ans. Une forme de déni comme ça face à la bombe démographique quand l'Allemagne, elle, vient de présenter un rapport en tout cas, de réforme majeure du système de retraite, alors même qu'il prévoit déjà un départ à 67 ans. Déni climatique, déni démographique, déni des finances publiques. On vient d'en parler là ensemble. D'où vient ce problème ? Alors, c'est presque une question philosophique, hein, mais une question philosophique. Quel est le mot du mal là ? Quelles sont les racines du mal ? Je m'autoriserai à rajouter un autre déni, c'est le déni de l'exil fiscal. Ce que disait Erwan, là il parlait des multinationales, le phénomène nouveau, et ça je le sais parce que je connais personnellement des gens qui ont quitté la France, c'est que ça touche plus aujourd'hui que les grands patrons, les grandes familles, les grandes multinationales. C'est-à-dire que vous avez des gens de la classe moyenne qui vont, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la terre dans une île exotique, il suffit d'aller à Milan. Vous allez à Milan, ça parle plus français aujourd'hui qu'italien. Donc vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont plus confiance dans le pays, qui n'ont plus confiance dans les futurs dirigeants, qui pensent que inexorablement ça peut passer par un coup de rabot au niveau des impôts énorme, plus éventuellement une crise sociale, et qui du coup ont déjà commencé à prendre leurs dispositions. Et d'aucuns vous disent « Ah mais non, mais attendez, alors il y a eu deux dénis. Un, la France est tellement extraordinaire que là c'est des gens qui font un peu de bruit mais ils quitteront jamais. Et puis il y en a d'autres qui vous disent « De toute façon, s'ils veulent quitter, on va mettre des fils barbelés autour du poulailler et ils pourront plus partir. » Bon, exit tax. Voilà, donc ça c'est du déni. Maintenant, par rapport à la question que vous posez, qui est une question autant philosophique que sociale, au niveau du comportement humain, mais ça c'est quelque chose que les gens qui dirigent les équipes, comme votre humble serviteur, connaissent. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Et c'est valable pour énormément de sujets. Donc vous avez beau les alerter sur des questions de santé, sur une conduite dangereuse, sur le fait que la maison est au bord d'une zone inondable. Non. Bon, ça arrive. Je suis meilleur que les autres. Donc il y a ça. Ça n'arrive qu'aux autres. Et c'est pour ça que, si vous voulez, les gens qui sont courageux se doivent, en conscience, de dire non. Je veux dire, ça peut vous arriver. Et si ça vous arrive pas, au moins vous aurez un plan B. Mais si ça vous arrive, vous ne serez pas pris au dépourvu. Et deuxièmement, et là c'est beaucoup plus pernicieux et malhonnête intellectuellement, c'est que vous avez des gens qui disent à d'autres ce qu'ils veulent entendre. Et là où c'est un cercle vicieux, ceux qui savent que c'est pas vrai le disent quand même, parce que c'est de la politique, et qu'en clair, ils délivrent un discours que les autres aimeraient entendre, et ceux qui le reçoivent ont un mécanisme assez particulier de déni où ils disent « Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément vrai, mais si lui il le dit finalement, c'est qu'on n'a pas complètement tort. » Et on rentre dans cette spirale infernale. C'est exactement pareil quand une entreprise va mal. C'est-à-dire que moi, j'ai dirigé des entreprises dans des moments très difficiles. Et mon expérience, il vaut mieux avoir un langage de vérité. Il ne faut pas juste faire le constat, sinon tout le monde sort de là, se dit je vais me tirer une balle dans la tête. Donc un langage de vérité. Voilà les enjeux, voilà ce qui se passe. J'ai une solution. J'ai besoin que cette solution soit approuvée collectivement, très importante. Voilà ce qu'on va faire. Il y a un pilote dans l'avion. Le pilote, c'est moi. Je mènerai la solution de A jusqu'à Z. Est-ce que vous avez vu ça, je veux dire, depuis 20 ans ? Non. Sur des micro-projets. Il y a un projet qu'on cite inlassablement, c'est Notre-Dame. Mais ça s'est passé exactement comme ça. Sur le reste, sur le projet France, pas du tout.
Erwan. La question du déni, je pense qu'elle démarre aussi, elle découle de la question du manque de diagnostic global, général. Alors, ça peut paraître bizarre dit ici, parce qu'ici, c'est une émission très objective et qui, en plus, est sourcée et argumentée. Mais quand vous regardez dans le débat public, dans sa construction, et c'est intéressant d'ailleurs de s'intéresser à ce que disent les autres sciences, vous connaissez la phrase d'Hayek, il ne serait pas économiste, celui qui ne serait qu'économiste. C'est intéressant de voir justement les autres sciences, comme elles peuvent apporter un peu d'éclairage sur l'économie. Quand vous regardez, par exemple, je reprends un débat que je connais bien, sur les retraites. Les retraites, ça fait quasiment 10 ans avec d'autres collègues économistes, Maxime Sbailly, Antoine Lévy, Sylvain Catherine, on dit qu'effectivement il y a un gros dérapage. On avait dit attention, lors de la revalorisation des pensions de retraite en 2021, 2022, 2023, attention, vous allez faire 25 milliards par an. Total, on a perdu 100 milliards en fait en 4 ans de réindexation. 100 milliards en 4 ans. En flux, juste en flux. 100 milliards, c'est à peu près ce qu'on nous dit pour rénover tout le réseau ferroviaire. Voilà. Oui. Donc on a choisi de le dépenser en consommation instantanée. Le problème, c'est que quand vous avancez des diagnostics, ça vaut pour les retraites, ça vaut pour le climat, ça vaut pour les finances publiques, vous avez toujours une petite voix qui va vous dire non mais il n'y a pas de problème. Sur les retraites, par exemple, vous allez toujours avoir des économistes, très bons dans leur dit, très bons par ailleurs, qui vont dire c'est pas grave, ça se résout avec 15 euros d'augmentation en plus tous les mois. Quand vous avez sur le climat, quand vous avez les alertes, on vous dit non mais la France c'est 1% des émissions de CO2, on va pas s'autoflageller. Oui, mais il y a aussi une question de modèle aussi à imposer, il y a aussi une question de montrer qu'en fait on est capable de concilier développement économique et sobriété écologique. Quand vous avez sur les finances publiques, on vous dit oui, ne vous inquiétez pas, le Japon sont à 250% de PIB en dette, regardez, ils sont pas morts. On trouve toujours un contre-exemple qui va permettre à la fois de s'exonérer de la pénibilité de l'arbitrage. Et ça, quelque part, c'est un peu le grand drame de la politique, et tout parti confondu, toute temporalité confondue. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement qui est extrêmement contraint d'un point de vue temporel, et donc du coup on se dit, quand on regarde en fait la construction politique, c'est quoi ? C'est les grandes réformes, elles arrivent soit effectivement, comme l'a dit Eudox, dans les révolutions, soit elles arrivent dans les 3 mois après une élection présidentielle. C'est-à-dire les fameux 100 jours. Oui. C'est-à-dire qu'on a une réforme, on a une fenêtre pour réformer la France qui est d'environ 100 jours tous les 5 ans. Ouais. Donc, à partir de là, et là... C'est le modèle qu'il faut changer, ce que vous nous dites, quoi. Ces 100 jours-là, en plus, vous ne pouvez pas les consacrer à tout réformer. Donc, tous les 5 ans, on a une grande réforme. Ça a été il y a 10 ans sur la fiscalité. On a supprimé l'ISF, on a mis en place l'IFI, et après, quasiment, on a mis les ordonnances, bien sûr, Pénicaud, et après, la flat tax sur le capital. Et la flat tax sur le capital, après, plus rien. Et donc, du coup, vous avancez comme ça, tous les 5 ans avec une micro-réforme. Alors ce qu'il faudrait, c'est un gros package, un peu mouse costaud, qui soit justement absolument transversal. Et donc tant qu'on n'arrive pas et c'est pour ça quelque part que je comprends aussi le cynisme des politiques, de se dire il faut que l'ajustement il vienne de l'extérieur, parce que nous, malheureusement, les institutions font qu'on n'arrivera pas à le changer de manière endogène. Donc on attend le choc exogène. Donc le problème du déni, c'est qu'on n'est pas tous d'accord sur le diagnostic. François Bayrou avait essayé de le faire, il avait été critiqué, même dans son propre camp, parce que tout de suite on agite le spectre de quelque chose qui serait douloureux. Après, pour le coup, diagnostic lucide. J'ai rarement entendu un Premier ministre dire autant la vérité. Mais pas partagé. Et peut-être mal le vendre aussi. C'est-à-dire qu'on a parlé de Churchill, du sang, de la sueur et des larmes. On n'a pas les nazis en face de nous non plus. Il faut juste remettre nos finances publiques à l'endroit. C'est une question de talent, mais tant que le diagnostic ne sera pas partagé, et ça pose aussi des questions à la fois de l'émetteur, mais aussi de celui qui reçoit le message, la façon dont il est capable de le comprendre, et ben malheureusement, on n'arrivera pas à résoudre tous ces problèmes-là. C'est vraiment, ça paraît très insolite. Je me dis ce matin, nos auditeurs doivent se dire quelle belle façon de finir la semaine sur une note d'optimisme. Légèreté, mais c'est bien aussi d'essayer de diagnostiquer d'où vient le problème pour essayer de le résoudre. Alors, d'où vient le mal selon vous, Dox Denis ? Je pense pas qu'on manque de diagnostic. On est plutôt les champions de diagnostic. Ah oui, ça, on n'en manque pas. On a un nombre extraordinaire de perspectives là-dessus, avec des trucs qui sont on a des administrations entières composées des esprits les plus brillants de la République dans le domaine du climat, de l'économie, etc. Et je crois plutôt que le sujet, comme le disait Erwan au début de son intervention, c'est que il y a un sujet de responsabilité et puis il y a un sujet aussi d'arbitrage politique. Le sujet, c'est que le politique ne joue pas son rôle dans la priorisation des grandes réformes, et il raisonne à courte vue. Et là, ça pose une question plus globale, qui est de dire, est-ce que le raccourcissement des horizons politiques qui est propre à nos démocraties, il nous empêche de voir le long terme, mais est-ce que c'est un vice inhérent à la démocratie, ou est-ce que c'est un appel retour au septennat, là, ou est-ce que c'est Dox, ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est lié aux institutions françaises, donc voilà, effectivement, je pense que la partie
particularité française, c'est qu'en plus de ça, comme on a un pays qui est très centralisé, on attend toute l'élection présidentielle. Tout se joue c'est l'homme effectivement. providentiel tous les 5 ans. C'est un peu ça le sujet. Sidéré par le fait qu'on y croit à chaque fois. C'est que voilà, on attend tout de l'État, et donc la responsabilité est énorme, et donc derrière, on ne peut qu'être déçu sur les résultats. Eh oui. Et donc avec aussi ce phénomène qui est que les campagnes précédentes n'ont pas permis de donner un mandat clair et suffisant aux majorités pour engager les programmes de réforme qu'ont mené nos voisins. Alors, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les concessions budgétaires. Moi, j'avais conduit un exercice de comparaison sur les concessions budgétaires en Europe dans les années 2010. Ce qui est frappant, c'est que les programmes qui marchaient, il y avait deux situations. Il y avait les pays qui étaient acculés, je pense au cas de la Grèce, je pense au cas de certains effectivement pays méditerranéens, et puis il y avait des pays qui avaient engagé un programme de réforme qui avait été présenté lors des élections. Je pense au cas des Britanniques, puisque les élections de 2010 avaient lieu en plein cœur de la crise financière. Absolument. Donc l'effort d'austérité, il avait quand même fait l'objet d'un mandat de la part des électeurs. Il faut dire ce que l'on voit est plus difficile, voir ce que l'on voit. Et le mur du réel se rapproche. Allez, on se retrouve tout de suite. Ne quittez pas. On va continuer à parler impôts avec cette étude qui veut couper court au débat sur la taxe Zuckman avant la présidentielle. Et puis, on va voir si la tech ne va pas être le prochain moteur de l'inflation. Ça flambe du côté des prix de la tech. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite.